UE 2.11S3, pharmacologie et thérapeutique, pharmacologie des insulines et des analogues de l'insuline. L'insuline est une hormone peptidique composée de plusieurs acides aminés naturellement sécrétés par les cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatiques. Sa sécrétion est régulée de façon extrêmement fine, de manière à maintenir une glycémie stable dans toutes les situations, que ce soit des périodes de jeûne ou de repas. C'est l'hormone majeure du contrôle du métabolisme glucidique. Parmi de nombreux effets métaboliques, l'insuline favorise la mise en réserve du glucose sanguin sous forme de glycogène en stimulant la glycogénogénèse et en inhibant la glycogénolyse. Ces deux phénomènes entraînent une augmentation du glycogène dans le foie et les tissus cibles comme le tissu adipeux ou le muscle squelettique. C'est donc une hormone hypoglycémiante qui entraîne une diminution de la concentration sanguine de glucose. L'action de l'insuline sur ces tissus cibles passe par un récepteur couplé à une enzyme présent sur presque toutes les cellules de l'organisme. Le diabète de type 1 correspond à une hyperglycémie chronique résultant principalement d'une absence totale de sécrétion d'insuline suite à la destruction des cellules bêta-pancréatiques. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta et les détruit. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune. Le glucose n'étant plus stocké dans les cellules à cause de la carence en insuline, ses concentrations sanguines s'élèvent. Il est donc indispensable de compenser cette carence en insuline par un traitement médicamenteux afin d'imiter le fonctionnement normal du pancréas. Les insulines utilisées en thérapeutique sont synthétisées par des organismes génétiquement modifiés. En pratique, le gène codant pour la molécule d'insuline est inséré dans l'ADN de bactéries ou de levures pour leur faire fabriquer de l'insuline humaine. L'insuline sera ensuite récoltée et purifiée avant sa mise sur le marché. En premier lieu ont été développées des préparations d'insuline humaine. Il s'agit de molécules d'insuline ayant une séquence en acides aminés strictement identique à celle de l'insuline humaine. Cependant, les insulines humaines présentent des limites pour leur utilisation en thérapeutique. En effet, ces insulines ne possèdent pas la pharmacocinétique nécessaire pour mimer la sécrétion d'insuline physiologique par le pancréas. D'action rapide, elles nécessitent d'être injectées environ 30 minutes avant le début des repas, afin de limiter au mieux l'hyperglycémie consécutive au repas. Leur durée d'action trop longue, 6 heures, maintient une insulinémie trop haute à distance des repas et donc entraîne un risque accru d'hypoglycémie. Il existe donc une inadéquation entre les taux d'insuline obtenus avec ces préparations et les besoins physiologiques des patients, que ce soit lors des repas ou la nuit. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre au point des insulines modifiées, appelées analogues de l'insuline humaine. Il s'agit de molécules d'insuline humaine modifiées, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs acides aminés de l'insuline humaine sont substitués, ce qui permet de modifier les caractéristiques physico-chimiques et la pharmacocinétique de l'insuline. Ces préparations, qui reproduisent mieux que l'insuline humaine la sécrétion d'insuline physiologique, permettent aux patients diabétiques de type 1 une plus grande flexibilité de leur traitement et une adaptation de l'insulinothérapie à leur mode de vie. De nombreux analogues de l'insuline sont actuellement utilisés en thérapeutique. Ces analogues sont facilement identifiables car leur DCI comprend le terme insuline avec un terme désignant l'acide aminé ou la portion de séquence concernée par la modification de structure. Les premiers analogues de l'insuline humaine utilisés en thérapeutique développés ont été les analogues rapides de l'insuline. Ces insulines sont modifiées dans leur structure primaire afin d'obtenir les caractéristiques d'une insuline rapide, c'est-à-dire apportant un pic précoce de forte amplitude
et de durée d'action correspondant au repas. 3 analogues rapides sont actuellement commercialisés. L'insuline aspartate, un acide aminé de la séquence d'insuline a été remplacé par l'acide aspartique. L'insuline Lispro, inversion de 2 acides aminés dans la séquence d'insuline. Et l'insuline glulysine, un acide aminé de la séquence, a été remplacé par un acide glutamique et un autre par une lysine. Les insulines intermédiaires, ou insulines NPH, sont obtenues en mélangeant l'insuline humaine et de la protamine en présence de petites quantités de zinc. Cela permet d'allonger leur durée d'action en ralentissant leur vitesse d'absorption. Actuellement, il existe 2 analogues d'insuline d'action prolongée, l'insuline glargine et l'insuline détémir. Pour l'insuline glargine, par rapport à l'insuline humaine, elle comporte 2 modifications majeures, l'addition de 2 acides aminés à la fin de la séquence d'acides aminés de l'insuline et le remplacement d'un acide aminé de la séquence de l'insuline par une glycine. La structure de l'insuline détémir, quant à elle, se caractérise par la suppression d'un acide aminé et la modification de la structure d'un autre. Par ailleurs, un acide gras a été ajouté. Les différentes insulines, que ce soit les insulines humaines ou les analogues de l'insuline, se différencient par 3 paramètres. Leur délai d'action, qui dépend de la vitesse avec laquelle l'insuline est absorbée du site d'action sous-cutané vers le sang, le temps nécessaire pour obtenir le pic d'action, et leur durée d'action après injection sous-cutanée. Le tableau représenté sur cette diapositive récapitule le délai d'action, le temps nécessaire pour obtenir le pic d'action et la durée d'action des différentes catégories d'insuline. La figure figurant sur cette diapositive compare les délais d'action et les durées d'action des différentes insulines. Les analogues rapides de l'insuline humaine ont des délais d'action rapides, mais des durées d'action très courtes. En revanche, les analogues lents de l'insuline humaine, comme l'insuline détémir ou la Lantus, ont des délais d'action longs, mais des durées d'action prolongées. Les insulines et les analogues de l'insuline sont toutes administrées par voie sous-cutanée. L'administration se fait généralement de façon discontinue, par injections successives, pour mimer la sécrétion de l'insuline naturelle par le pancréas. Dans certains cas, il est possible d'administrer l'insuline de façon continue, en perfusion intraveineuse, à la seringue électrique, ou en perfusion sous-cutanée avec une pompe à insuline. Il faudra adapter le moment de l'injection par rapport au repas, au délai d'action de l'insuline. Par exemple, un analogue rapide de l'insuline, comme l'insuline Lispro, devra être injecté 15 minutes avant le repas, alors qu'une insuline humaine devra être injectée 30 minutes avant. Compte tenu de leur délai d'action relativement prolongé, il est impératif de manger après une injection d'analogue rapide de l'insuline ou d'insuline humaine standard. En revanche, vu leur long délai d'action, les insulines d'action intermédiaire ou les insulines lentes seront injectées le matin et ou le soir. La concentration des insulines est exprimée en unités internationales par millilitre d'insuline et par convention, toutes les insulines ont une concentration de 100 unités internationales par millilitre. Les insulines existent sous 3 formes pharmaceutiques: des solutions ou suspensions, des stylos pré-remplis jetables ou des stylos rechargeables fonctionnant avec des cartouches d'insuline. Les préparations d'insuline doivent être conservées à l'abri de la lumière, entre 2 et 8 degrés avant ouverture, puis à température ambiante après l'ouverture. En effet, l'injection d'insuline froide est douloureuse.
Il existe des mélanges d'insuline pré-préparés qui ont pour but de reproduire au mieux la sécrétion physiologique de l'insuline et surtout de diminuer le nombre d'injections pour les patients diabétiques. Ces mélanges d'insuline sont constitués le plus souvent d'une certaine quantité d'insuline intermédiaire NPH et d'une proportion variable d'analogues rapides de l'insuline. La quantité totale est toujours égale à 100 unités internationales d'insuline par millilitre. Par exemple, dans le mélange d'insuline Novomix 30, on trouve 30% d'insuline aspartate et 70% d'insuline NPH. Le chiffre 30, qui suit le nom de l'insuline, indique la proportion d'insuline rapide dans le mélange. Il existe une importante variabilité de l'absorption des insulines après administration sous-cutanée. L'absorption des insulines dépend tout d'abord du type d'insuline, puisque l'absorption sera plus rapide pour des analogues rapides que pour les insulines d'action intermédiaire ou les analogues lents. Elle dépend du site d'injection, puisque l'absorption va être plus rapide dans l'abdomen, moyenne dans le bras et lente dans la cuisse ou dans la fesse. Elle dépend également de la profondeur de l'injection. Plus l'injection sera profonde, plus l'absorption sera rapide. Et enfin, elle dépend du flux sanguin dans le tissu sous-cutané. En effet, l'absorption sera augmentée en cas d'activité des muscles qui sont situés à proximité de la zone d'injection. Il n'est donc pas conseillé d'injecter de l'insuline à la cuisse avant d'aller courir, par exemple. Enfin, il est conseillé de conserver la même zone d'injection par type d'insuline pour éviter les variations d'absorption liées au site. Par exemple, toujours injecter l'insuline rapide au bras droit, l'insuline lente dans l'abdomen, etc. L'injection répétée d'insuline sur le même site d'injection peut provoquer des lipodystrophies. Les lipodystrophies sont des anomalies du tissu adipeux induites par une mauvaise pratique d'injection de l'insuline. Il ne faut jamais injecter dans une lipodystrophie ni dans aucune autre anomalie telle que les bleus ou les cicatrices, car cela entraîne une absorption variable de l'insuline, trop rapide ou trop lente. L'action de l'insuline devient donc imprévisible. Il est indispensable de varier les sites d'injection autant que possible pour conserver l'état cutané et éviter la survenue des lipodystrophies. L'insuline peut également provoquer des hypoglycémies qui sont souvent causées par une injection d'insuline trop fortement dosée, un repas pris en retard, un effort physique intense ou un repas trop léger. Si elle est prise en charge à temps, l'hypoglycémie est bénigne, mais sans intervention rapide, une hypoglycémie peut provoquer un coma et s'avérer dangereuse. Les symptômes qui annoncent une hypoglycémie sont très variables, généralement pâleur, tremblement, palpitation ou transpiration. Il est important d'éduquer le patient sur la conduite à tenir en cas de survenue d'une hypoglycémie pour limiter les risques. En cas de survenue d'une hypoglycémie, il convient de resucrer le patient le plus rapidement possible à l'aide d'aliments à index glycémique élevé, comme des jus de fruits, des sodas ou du sucre. Pour contrer un épisode d'hypoglycémie, il faut environ 15 g de glucides, c'est-à-dire environ une demi-canette de soda ou 3 morceaux de sucre. Enfin, de rares cas d'allergie avec majoritairement des réactions locales et exceptionnellement générales ont été rapportés, que ce soit avec les analogues rapides ou lents, à cause de la modification de la structure primaire de l'insuline. L'insuline est le traitement de substitution du diabète de type 1. En effet, ce type de diabète se caractérisant par une destruction des cellules bêta-pancréatiques et une absence de sécrétion d'insuline, il est essentiel d'apporter de l'insuline à l'organisme par des injections régulières de préparations d'insuline humaine ou d'analogues de l'insuline humaine. Ces préparations d'insuline peuvent également être prescrites dans le diabète de type 2, dans le cas où l'objectif glycémique ne serait pas atteint avec un traitement antidiabétique. L'insulinothérapie est alors adjointe à une monothérapie ou une bithérapie d'antidiabétiques. L'utilisation des insulines doit tenir compte d'un certain nombre d'interactions médicamenteuses. Notamment, les insulines ne doivent pas être associées aux médicaments possédant une activité hyperglycémiante intrinsèque, comme les corticoïdes.
En effet, l'action hyperglycémiante des corticoïdes risque de diminuer l'efficacité des insulines. De la même façon, les insulines ne doivent pas être associées à des médicaments hypoglycémiants comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Cette association risque de majorer le risque d'hypoglycémie entraîné par les insulines. Enfin, les insulines ne doivent pas être associées aux bêta-bloquants. En effet, les bêta-bloquants, de par leur mécanisme d'action, masquent les symptômes d'alerte de l'hypoglycémie, que sont les palpitations ou l'augmentation du rythme cardiaque. L'hémoglobine glyquée est le meilleur indice de surveillance du diabète et de l'efficacité des traitements antidiabétiques. Elle permet de juger de l'équilibre glycémique au cours des 120 jours précédant le dosage sanguin. Pour la plupart des patients diabétiques de type 2, le dosage doit être réalisé 4 fois par an et une cible d'hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7% est recommandée. Le traitement médicamenteux doit être instauré ou réévalué si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7%. Lors de l'introduction d'un traitement par insuline, il est important d'apprendre aux patients à prévenir, identifier et prendre en charge une hypoglycémie. L'autosurveillance glycémique peut permettre chez ces patients de prévenir et de détecter d'éventuelles hypoglycémies. L'éducation thérapeutique est également importante pour enseigner aux patients les règles de manipulation et d'administration des insulines et à adapter leur traitement à leur mode de vie. En conclusion, l'insuline est le traitement de première intention dans le diabète de type 1 et est utilisé chez les patients atteints de diabète de type 2 en cas d'échec avec les antidiabétiques. Le risque principal est le risque d'hypoglycémie qui peut être anticipé grâce à l'autosurveillance glycémique et à l'éducation du patient.